Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Citoyenne reçoit Florent Agbemadon pour parcourir un nouveau concept, celui de la décentralisation. Florent Agbemadon est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il est auditeur de master de recherche à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Florent Agbemadon, bonjour. Bonjour, Madame Marie-Léa. Alors, nous parcourons donc avec vous un concept qui revient souvent dans les régimes démocratiques, c'est celui de la décentralisation. On sait déjà que la décentralisation, c'est un processus d'aménagement de l'État qui consiste à transférer des compétences administratives de l'État vers des entités locales distinctes. La décentralisation fait donc partie d'une procédure dont les notions sont liées au concept d'autonomie, de territorialité et dont le pouvoir de révocation va de pair avec les attributs du pouvoir central. Mais que peut-on dire d'autre de la décentralisation? La décentralisation au sens large, Florent Agbemadon. Alors, Madame Marie-Léa, dans un sens plus large, la décentralisation est une dissociation d'éléments réunis en un même centre d'analyse de politique publique. Il s'agit en fait d'une opération de design organisationnel ou d'un organisme particulier, d'une économie ou d'une société. Et dans une perspective d'administration publique, la notion de décentralisation est utilisée pour caractériser les tendances dans l'organisation interne de chaque institution publique ou dans la configuration d'ensemble des institutions du pays. Mais on sait aussi, Florent Agbemadon, que selon la Banque mondiale, la décentralisation, c'est un transfert d'autorité et de responsabilité en matière de fonction publique depuis l'administration centrale vers des autorités intermédiaires, par exemple. Oui, effectivement, et pour compléter, pas seulement vers des autorités intermédiaires, mais aussi locales ou vers des organismes gouvernementaux ou encore vers des secteurs privés. Et le concept de la décentralisation est un concept complexe et à multiples fonctions dans sa dimension explicative. Une distinction doit donc être établie entre les différents types de décentralisation, car ceux-ci présentent des caractéristiques, des implications politiques, voire des conditions de succès différents. On sait que le recours à la notion de décentralisation pour analyser ces relations entre l'État et les autres institutions et organisations dans la société, par exemple, a pris de l'ampleur ces dernières années. Marie-Léa, sans l'amélioration de la gouvernance au niveau local, il est difficile de progresser vers un mieux-être. La décentralisation s'avère donc être le meilleur moyen de gérer la nation. Et de ce fait, dans le cadre d'une gouvernance déconcentrée ou décentralisée, la centralité de l'État dans une société se métamorphose et tous les acteurs organisés sont conviés à la délibération, à la prise de décision et à la mise en œuvre des politiques qui concourent au bien commun. Classe citoyenne. Liberté individuelle et publique. La notion de décentralisation reste surtout utilisée pour caractériser la configuration des institutions publiques, en particulier le remodelage des relations entre ces instances centrales et les entités périphériques, non, Florent Agbemadon? Oui, Marie-Léa, cette procédure, loin d'être exemplaire, reste confinée à d'énormes défis tant institutionnel que normatif. Mais quelles sont les différentes formes de décentralisation dans le cadre du secteur public, par exemple? On peut en identifier 3, à savoir la décentralisation politique, la décentralisation fiscale et la décentralisation administrative. Lorsque nous prenons la décentralisation politique, elle correspond à la délégation du pouvoir politique et de compétences décisionnelles à des subdivisions administratives tels que les conseils de village, les conseils de district ou les collectivités d'État. Et à ce niveau, on est en présence de dévolution puisque la délégation de certaines compétences décentralisées est faite à des communautés publiques, nationales, autonomes et totalement indépendantes. La faisabilité d'une telle procédure répond très souvent aux exigences constitutionnelles du pays. En d'autres termes,
La décentralisation politique est un axe clé prévu par la Constitution et mise en pratique par les autorités politiques élues. Et pour la décentralisation fiscale, on sait qu'elle implique une réallocation de ressources déjà. Oui, cette réallocation de ressources est faite à l'endroit d'une autorité locale, d'un montant lui permettant de remplir convenablement ses tâches ou missions régaliennes. Et elle comprend également le transfert de la responsabilité en matière de prestation de services pour les fonds alloués au fonctionnement des communes. L'allocation des impôts locaux, la répartition des recettes fiscales, la fixation des taxes au niveau des marchés et bien d'autres. Parlons de la décentralisation administrative, si vous le voulez bien, Florent Agbemadon. Elle représente le transfert de compétences décisionnelles de ressources et de responsabilités aux fins de la fourniture d'un certain nombre de services publics depuis l'administration centrale vers d'autres niveaux administratifs. La collectivité locale a d'ailleurs l'entière responsabilité d'engager parfois des séances de reddition de comptes, notamment la question de la redevabilité. Et au regard de ces 3 niveaux de décentralisation, on remarque une synergie d'action qui renvoie à un élan de complémentarité. Classe citoyenne, le droit de participer, ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Nous recevons Florent Agbemadon, il est auditeur de master de recherche en droit de la personne et démocratie à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Il est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Florent Agbemadon, y a-t-il une différence entre décentralisation et gouvernance locale? Absolument, Marie-Léa, il y a bel et bien une différence entre la décentralisation et la gouvernance locale. La gouvernance locale consiste en un ensemble d'institutions, de mécanismes et de processus qui permettent aux citoyens et aux groupements de citoyens d'exprimer leurs intérêts et leurs besoins, de régler leurs différends et d'exercer leurs droits et obligations à l'échelle locale. Par contre, la gouvernance locale, quant à elle, elle est fondée sur plusieurs piliers, à savoir la participation citoyenne, les partenariats entre les acteurs clés à l'échelle mondiale, la compétence transdisciplinaire. On peut dire qu'elle cherche aussi à inclure les relations formelles ou informelles qui prévalent entre différents acteurs de développement. Exactement, Marie-Léa. Puisque la décentralisation et la gouvernance locale diffèrent principalement dans les parties prenantes au processus et dans le mode d'interaction entre les autorités, notamment au niveau du secteur privé et au niveau de la fonction publique. Quels sont les défis alors en matière de libre administration des collectivités locales, Florent Agbemadon? Marie-Léa, la libre administration des collectivités locales dans la plupart des pays reste totalement ambiguë au regard des contraintes politiques, lesquelles sont généralement d'ordre organisationnel. Seul le législateur est compétent pour les doter de statuts et d'une organisation administrative. Dès lors, cette juxtaposition entre le législateur et l'élu local pose inévitablement la question relative au rapport de force sur le plan administratif. Dans l'un ou l'autre des cas, les compétences permettent tout de même d'identifier le caractère hiérarchique des élus. Et quelle est la nature des compétences réservées aux élus locaux, par exemple? Il y a les compétences propres. Et c'est grâce aux normes constitutionnelles que la question des compétences entre la donne verticale du pouvoir et celle horizontale a été statuée. Le système qui attribue aux communes des fonctions propres appartenant par leur nature au domaine des intérêts reste une intangibilité normative. Marie-Léa, parler de compétences propres revient inévitablement à ressortir les axes qui permettent aux collectivités locales une administration rationnelle et efficace. Et dans la plupart des cas, il faut noter que les compétences propres aux collectivités locales sont enrichies par un certain nombre de prérogatives dont les modalités constituent généralement le point focal de son fonctionnement. Très souvent même, les compétences propres attribuées aux collectivités locales sont l'émanation d'une volonté politique voulue. Classe citoyenne. Mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs.
Eh bien, malgré les procédures définies dans les textes constitutionnels, le pouvoir central tente parfois un nouveau management administratif, notent certains observateurs et analystes. Florent Aguemandon. À très belle observation. Au regard même du processus administratif des pays démocratiques comme les nôtres, la configuration territoriale des pays unités en particulier permet de responsabiliser les collectivités à la base aux fins de promouvoir le rayonnement local intégré. Dans la plupart des cas, ce dispositif normatif ne connaît pas de grand succès à cause justement des rivalités et conflits d'intérêts entre un centre puissant et une périphérie faible. Voyons à présent les particularités des compétences déléguées ou partagées. Florent Aguemandon. Madame Yemandro, d'autres fonctions correspondant aux intérêts propres de l'administration de l'État restent partagées ou déléguées aux communes. Et d'ailleurs, toutes les compétences ne peuvent donc pas être abandonnées aux élus locaux. Les communes, par exemple, sont dans ce cas considérées comme des engrenages, des éléments organiques qui composent l'État et en tant que tels sujettent du pouvoir hiérarchique de celui-ci. Le rôle du maire a toujours été tributaire du sort institutionnel de la commune qui, en tant que regroupement social de base, a suscité une défiance plus ou moins grande, même constante de la part des autorités centrales ou institutionnelles. Les compétences propres, est-ce qu'elles peuvent cohabiter avec les compétences déléguées? Exactement, et c'est ce qu'on appelle lorsqu'il y a cette fusion entre les compétences propres et les compétences déléguées, on parle généralement de compétences consensuelles, puisque uniquement pour le périmètre de la commune déléguée, le maire de la commune et le pouvoir central coopèrent à des secteurs clés de développement dans l'optique donc de réorienter la politique de l'économie nationale ou de renforcer la vitalité de l'économie. Il faut notifier que ces domaines ne sont pas nécessairement inscrits dans une loi fondamentale, mais ils sont tout de même l'émanation du caractère évolutif de la dite commune ou de l'État en général. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Généralement, les compétences consensuelles entre le pouvoir central et les collectivités territoriales résultent d'un processus d'aménagement du territoire en vue de le rendre compétitif, explique donc certains courants. Oui, plusieurs domaines relèvent de cette forme de compétence, notamment la compétence consensuelle. En guise d'exemple, on peut relever la gestion des hôpitaux, de certains marchés à caractère régional, des pistes et routes de dessert et même le volet de l'éducation. Donc les compétences consensuelles renforcent les dynamiques de complémentarité en fait entre les sujets du droit, mais à des échelles différentes. Exactement. Au regard de ces trois niveaux de compétences, seules les compétences propres priment sur les deux autres car elles relèvent de la volonté politique du pouvoir central. Florent Aguemandon, nous voilà édifiés donc sur la décentralisation, les différentes perceptions autour, les différentes expérimentations également de la décentralisation et ses implications bien évidemment en parlant de ces types de pouvoir et de ses compétences, les compétences propres, compétences déléguées, compétences consensuelles. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes auditeur de Master Recherche en droit de la personne et démocratie et que c'est à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Vous avez une licence en sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Vous intervenez également auprès du CESPO, c'est bien cela? Oui, Madame Yemandjo. Merci à vous. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire.